défense de la démocratie est devenue un enjeu central et incontournable pour longtemps. C'est de ce constat que doivent partir les priorités d'action de la Ligue des droits de l'homme. La période que nous vivons est dominée par 3 renoncements, une crispation sécuritaire, une régression sociale, une instrumentalisation xénophobe. Sur ce fond de confusion politique dans les positions droite-gauche. C'est dans ce contexte que les sections parisiennes de la Ligue des droits de l'homme ont pris l'initiative d'organiser un cycle de 5 réunions publiques consacrées donc au thème de la démocratie pendant l'année 2016. Cette première réunion est bien évidemment la réunion inaugurale. Tout le monde m'entend bien là? D'accord. Cette première réunion inaugurale ne pouvait se tenir qu'avec la participation de M. Pierre Rosanvallon, que nous sommes honorés d'accueillir et que nous remercions, ainsi que M. Jean-Pierre Dubois, qui, au nom de la Ligue des droits de l'homme, nous a constamment soutenus dans nos initiatives. Alors permettez-moi de vous présenter succinctement et de façon non exhaustive nos invités, bien que vous les connaissiez pour la plupart d'entre vous. Donc M. Pierre Rosanvallon est professeur au Collège de France, il occupe la chaire Histoire moderne et contemporaine du politique. Il est directeur d'études à l'EHESS et il a fondé en 2002 la République des idées, un atelier international souhaitant participer à la refondation intellectuelle en France et en Europe. Donc ses recherches sur le modèle politique français, sur lequel il a publié plusieurs ouvrages, dont L'État en France de 1789 à nos jours, et la nouvelle question sociale, repenser l'État-providence. Donc depuis l'âge de l'autogestion en 1976, il a également publié une trilogie sur l'histoire de la démocratie française, une nouvelle trilogie récemment parue portant sur les transformations de la démocratie au XXIe siècle, la contre-démocratie, la politique à l'âge de la défiance, la légitimité démocratique en 2008, évidemment, la Société des égaux en 2011. Et enfin, paru en 2015, Le bon gouvernement. Et vous trouverez d'ailleurs certains de ces ouvrages, vous les avez d'ailleurs trouvés, d'après ce qu'on me dit, à l'entrée de cette salle. Monsieur Jean-Pierre Dubois, a été président de la Ligue des droits de l'homme de juin 2005 à juin 2011. Il est depuis 2011 président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme. Il est professeur en droit public à l'université Paris 11. Et les publications dans le cadre de la Ligue des droits de l'homme sont Citoyenneté, souveraineté, société civile, Renforcer la citoyenneté et Une démocratie asphyxiée en 2008. Donc, à la suite des interventions de nos invités, il y aura un débat qui s'engagera avec la salle et 2 micros circuleront afin de prendre des groupes de questions de manière à permettre des réponses qui ne soient pas trop hachées. Maintenant, j'ai le plaisir de laisser la parole à M. Pierre Rosanvallon pour ouvrir cette rencontre sur une interrogation choisie par vous-même. Quel progrès démocratique est-il urgent d'accomplir? Merci de m'avoir invité. Je suis content que le format de cette réunion soit un format dans lequel il y a beaucoup de place pour la discussion. Et donc, pour lancer cette discussion, je voudrais apporter un certain nombre d'éléments de diagnostic sur, disons, le mauvais état de notre démocratie. Et quand je dis le mauvais état de notre démocratie, ça n'est pas simplement un constat que l'on peut faire en France.
Je crois que le constat général que l'on peut faire, c'est que les démocraties se trouvent aujourd'hui fragilisées. Elles se trouvent fragilisées pour des raisons d'organisation et pour des raisons qui tiennent au fait également qu'une démocratie, ça n'est pas simplement un ensemble d'institutions, ça n'est pas simplement un régime politique. Une démocratie, c'est aussi une forme de société. D'ailleurs, historiquement, le terme démocratie a d'abord renvoyé à l'idée d'une forme de société définie par l'égalité. Et il était très fréquent, par exemple, dans la France d'avant 1848, c'est-à-dire la France où il n'y avait pas encore de suffrage universel, de dire nous sommes en démocratie, mais nous ne sommes pas encore en république, parce qu'il n'y a pas le suffrage universel. Donc on appelait république ce qui définissait des institutions de la souveraineté populaire, et on appelait démocratie une forme de société. Et celui qui a popularisé cette distinction, c'est bien sûr Tocqueville. Et aujourd'hui, les types d'inégalités qu'il y a, les tendances au séparatisme social, les tendances à la ghettoisation, fait que les sociétés démocratiques sont très malades. Les sociétés démocratiques sont très malades parce que justement les phénomènes d'exclusion, les phénomènes d'inégalité, les phénomènes de sécession ont pris une importance croissante et hélas, nous voyons qu'ils ne cessent d'en prendre une plus grande. Mais pourtant, dans cet exposé, je vais davantage insister sur la démocratie comme forme politique, c'est-à-dire comme régime, en faisant 3 constats. Le premier constat, c'est qu'il y a des rendements démocratiques décroissants de l'élection. Ce que produit l'élection a un contenu de plus en plus faible. Une élection a traditionnellement 3 fonctions. Une première fonction, c'est de représentation de la société. On élit des personnes pour qu'elles vous représentent. Et on peut dire que la fonction d'une assemblée, c'était, selon l'expression de la Révolution française, d'être l'image réduite de la société. Et que les différents métiers, les différentes régions, les différentes professions soient représentées. Or, aujourd'hui, nous voyons que cette fonction représentative de l'élection a considérablement décliné. Elle a considérablement décliné pour 2 raisons. La première raison, c'est que les partis politiques n'ont plus, ou de moins en moins, la fonction d'intermédiaire entre la société et les institutions. Les partis politiques, au contraire, sont les représentants des institutions auprès de la société. C'est le mécanisme inverse. Les partis politiques appellent soit à soutenir un gouvernement, soit à le critiquer, et ils n'ont plus une fonction de représentation. Et la conséquence, c'est qu'il y a eu une professionnalisation accrue des partis politiques, et si on regarde par exemple le Parti communiste, aujourd'hui, il n'y a plus qu'un député de lointaine origine ouvrière. Alors qu'autrefois, on peut dire que dans les années 60-70, les partis avaient des partis conservateurs représentaient les agriculteurs ou des commerçants ou des petits entrepreneurs, d'autres des instituteurs, des ouvriers, des employés. Il y avait une dimension sociologique des partis. Cette dimension sociologique de la représentation à travers l'élection a décliné à cause du changement de rapport des partis à la société, et aussi parce que la société est plus complexe à représenter. Aujourd'hui, il ne suffit plus simplement de représenter, je dirais, des groupes sociaux. Il faut représenter des épreuves, il faut représenter des situations. Il n'y a pas de groupe social des précaires, il y a des situations de précarité. Il n'y a pas un groupe des exclus, il y a des situations d'exclusion. Et comprendre la société aujourd'hui, c'est la comprendre à la fois à travers des catégories sociales, mais aussi à travers des expériences sociales, à travers des épreuves, à travers des trajectoires, à travers des situations. Et donc, cette fonction représentative, elle est moins prise en compte, voire plus du tout prise en compte par le système politique. La deuxième fonction classique de l'élection, c'est que l'élection avait une fonction de formation de la volonté générale. On dit, le vote, c'est pour exprimer la volonté générale. Or, il y a eu une évolution dans toutes les démocraties, dans tous les pays, c'est que les majorités sont des majorités de plus en plus limitées.
Or, la démocratie a été pensée comme devant être un régime du peuple uni. Ont été pensés comme relativement des régimes qui allaient vers une quasi-unanimité. On pensait que quand les traces de l'ancien régime auraient disparu, eh bien, la société pourrait s'exprimer et trouver en quelque sorte une voie relativement unique. Or, il y a des majorités de plus en plus courtes. Et ça, c'était un bouleversement considérable, pratique, dans la vision des démocraties. Donc, il y a des représentations de majorité, mais il n'y a pas assez d'éléments pour représenter justement la totalité de la société. Troisième élément qui marque un rendement démocratique décroissant de l'élection, c'est que l'élection est un moment de nomination de personnes, mais que l'élection n'a plus une fonction de détermination dans le temps des mandats. L'élection, elle avait en fait une double fonction. Elle avait une fonction de nomination de personnes, et elle avait aussi une fonction de déterminer un horizon, qu'on appelle ça un mandat, un programme, de déterminer un horizon. Or, l'élection est de plus en plus limitée à cette fonction de nomination des personnes, pour plusieurs raisons. Une des raisons étant certainement qu'on peut rester fidèle, ou on devrait rester fidèle à des principes, mais que la possibilité de planifier dans le temps avec certitude des actions a décliné dans un monde marqué par la crise, des incertitudes, etc. Je rappelle jusqu'au moment où la planification existait en France, le Parlement votait tous les 5 ans le taux de croissance pour 5 ans. On disait il y avait des grands débats parlementaires, est-ce qu'on va aller vers 5,7% ou 6,2% avec tout ce que ça impliquait comme différence. On ne vit plus dans cet univers-là. Donc il faut trouver des moyens, d'autres moyens de représentation. Il faut trouver d'autres moyens d'assurer la continuité entre le moment électoral et le moment gouvernemental. Il faut trouver d'autres moyens de représenter l'intérêt général. Parce que l'élection, il faut la garder. Pourquoi ? Parce que pour nommer des personnes, il n'y a que 3 techniques. On peut choisir des personnes en faisant passer un examen ou un concours. On peut choisir des personnes par le tirage au sort ou par l'élection. Alors, l'examen peut avoir ses avantages pour certaines fonctions. Si on veut mettre en place un fonctionnaire des ponts et chaussées, il y a intérêt à prendre un ingénieur et à faire passer un concours. Mais s'il fallait faire passer le concours de président de la République, pourquoi ce serait compliqué ? Parce que personne ne serait tellement d'accord sur quel programme faire passer l'examen, quel serait le jury et quelles seraient les questions posées. Et donc, l'élection a cette supériorité que l'élection met d'accord toutes les raisons de choix. Quand on vote, chaque citoyen peut voter avec des motivations très différentes. Quelqu'un peut voter après avoir beaucoup réfléchi, peser le pour et le contre de chaque candidat. Quelqu'un peut réfléchir simplement parce qu'il aime ou il n'aime pas la tête de quelqu'un, et quelqu'un peut réfléchir et peut voter vraiment au hasard. L'élection est la procédure qui met tout le monde d'accord pour cela, parce qu'elle ne hiérarchise pas les raisons de choix. Et donc ça, c'est le vrai sens de l'égalité, et c'est le cœur de la démocratie, c'est que le choix de l'illettré est aussi bon que le choix de la personne réfléchie. Le choix, alors on peut dire qu'on pourrait souhaiter une démocratie de plus en plus réfléchie, mais la démocratie n'a pas un système dans lequel on détermine quelles sont les règles du choix individuel. Et ça, c'est le sens très profond de l'égalité. Et puis on redécouvre aujourd'hui la troisième façon de choisir des gens, qui est le tirage au sort, parce que le tirage au sort, c'est donner le pouvoir, choisir n'importe qui. Et le pouvoir de tous, ça doit aussi être le pouvoir de n'importe qui. On peut dire que n'importe qui, c'est une figure de tous. Donc le tirage au sort peut avoir sa place dans toute une partie d'institutions. Il est pratiqué dans les jurys criminels, mais on voit bien aujourd'hui que dans les conférences de citoyens ou dans un certain nombre d'autres expérimentations, on commence à voir que le tirage au sort a un avantage très intéressant, c'est qu'il permet de dire que chacun peut être tiré au sort.
Et donc c'est un autre mode de production de l'égalité, un autre mode de production de la possibilité pour tous d'intervenir sur la figure du n'importe qui. Mais on ne va pas tirer au sort le président de la République. Voilà. Donc, comme on ne peut ni faire passer l'examen pour un président ou un député, ni tirer au sort, eh bien, l'élection s'impose. Mais l'élection a besoin de beaucoup de béquilles. L'élection ne peut plus être le cœur seul de la démocratie, parce que nous voyons aujourd'hui aussi beaucoup de régimes dans lesquels il y a le suffrage universel plus ou moins garanti, mais qui sont des régimes foncièrement illibéraux. Dans la Russie de Poutine ou dans la Turquie d'Erdogan, il y a le suffrage universel. Mais le moment électoral est un moment qui donne tous les pouvoirs, en quelque sorte, à celui qui est élu. Et on peut dire que l'enjeu de la démocratie de ce point de vue-là aujourd'hui, c'est de ne pas confondre permis de gouverner et conditions d'un gouvernement démocratique. Donc, un des grands enjeux des démocraties aujourd'hui va être d'essayer d'inventer ce qu'on pourrait appeler un code du bon gouvernement ou un code démocratique. Quand on passe son permis de conduire, on a une permission de conduire, mais on doit respecter un code de conduite et en plus on peut perdre des points. Donc je dirais qu'en politique c'est la même chose. Si on veut inscrire dans une temporalité la démocratie, il faut qu'à côté de la démocratie, procédure de nomination, il y ait tout un ensemble de procédures, de construction des débats, de contrôle dans le temps, d'évaluation, j'y reviendrai. Il faut aussi trouver dans la démocratie le moyen de pallier le déclin de la fonction représentative. Alors certains ont pensé à un moment qu'il fallait s'orienter à côté. Une assemblée représente, on peut dire, les populations, c'est l'Assemblée nationale. Une assemblée représente les territoires, c'est le Sénat. Et une troisième assemblée, le Conseil économique et social environnemental, pourrait représenter les catégories sociales. Je crois qu'on voit bien aujourd'hui qu'on a besoin d'autre chose et qu'on a besoin de ce que j'appellerais une démocratie narrative. C'est-à-dire que représenter veut dire très précisément, non pas simplement choisir un délégué, mais représenter veut dire rendre présents les problèmes de la société, les faire présents sur le forum. Représenter, c'est rendre présent des questions, c'est rendre présent des expériences, rendre présent des existences. Et au sens fort du terme, la démocratie, c'est aussi une connaissance de la société par elle-même. Et cette dimension de la démocratie, qu'on peut appeler d'un nom un peu savant, cognitive, elle était très perçue par un grand historien comme Michelet. Michelet disait « On ne peut pas faire la démocratie si nous restons dans une terrible ignorance les uns des autres. » C'est-à-dire que la démocratie, c'est faire société. Et donc faire société, c'est aussi faire que les questions, les réalités vécues soient partagées. Car lorsqu'elles ne sont pas partagées, le regard sur les autres, c'est un regard qui va être structuré par des a priori, qui va être structuré par des caricatures, qui va être structuré par une ignorance qui, en fait, donne la place à tous les préjugés. Et une société dans laquelle il y a la méconnaissance d'autrui, c'est une société qui, insidieusement, développe les préjugés et les a priori sur autrui, ce qui est l'obstacle le plus grand à la construction d'un monde commun. Donc trouver d'autres moyens de construire de la représentation, et ça c'est une fonction sociale. C'est une fonction sociale et politique. Au XIXe siècle, avant le suffrage universel, il y avait un travail énorme qui existait dans la société pour faire le récit, en quelque sorte, des vies ouvrières. Avant que le syndicalisme n'existe véritablement, à partir des années 1860, ont existé des journaux qui faisaient des enquêtes ouvrières, des journaux qui publiaient des récits de vie ouvrière. Et de telle sorte, il y a même un article très célèbre de Marx de 1848 sur les enquêtes. Et Eugène Sue a eu cette expression, parce que s'exprimer, c'est s'exprimer pas simplement à travers les enquêtes et statistiques, mais aussi à travers la chanson, la poésie, la littérature.
Et il disait, dans les années 1840, les ouvriers n'ont pas encore la représentation politique, il n'y avait pas le suffrage universel, mais dit-il, ils commencent déjà à avoir la représentation poétique. Et représenter, c'est ça aussi. Et cette fonction, je crois que les partis étaient les institutions dont on espérait qu'elles pouvaient remplir toutes les fonctions de représentation, les fonctions de contrôle, les fonctions d'organisation. Non, maintenant, nous allons vers des démocraties dans lesquelles il va y avoir une dissémination et une démultiplication de ces fonctions démocratiques. Et au premier titre de celle que je viens de citer, la représentation. Si nous vivons dans des démocraties dans lesquelles les sociétés sont relativement divisées et avec des majorités courtes, il faut aussi représenter les valeurs sur lesquelles il peut y avoir une certaine unanimité. Et cela, c'est notamment la fonction d'une constitution. Qu'est-ce qu'une constitution? C'est la mémoire de la volonté générale. Ça veut dire que la constitution, c'est l'élément de volonté générale qui s'est construit dans une temporalité autre que la temporalité des majorités. D'où l'importance de construire un pouvoir constitutionnel qui soit un pouvoir qui soit lui-même démocratique et qui ne soit pas simplement un pouvoir des sages. Donc nous voyons aussi que se sont mis en place des institutions indépendantes parce que l'impartialité, je disais tout à l'heure que n'importe qui est une figure de l'ensemble de la société, mais l'impartialité est une figure de la généralité sociale aussi. Parce que l'impartialité veut dire une institution impartiale, c'est une institution, si elle est bien constituée, que personne ne peut s'approprier. Une institution impartiale, c'est une institution qui appartient à tout le monde sur un mode particulier parce que personne ne peut se l'approprier. Et donc, là aussi, il y a toute une réflexion à faire sur les conditions de démocratisation des institutions d'impartialité. Ces institutions-là ont été développées pour des raisons de technique, pourrait-on dire, ou pour des raisons de rapport de force, ou pour des raisons d'impuissance, ou pour des raisons politiques. Mais il y a toute une démocratie de l'impartialité qui reste à construire. Et il y a toute une démocratie, je dirais, de la constitutionnalité qui reste aussi très largement à construire. C'est évidemment un thème qui est important pour vous. Donc voilà, première chose, rendement décroissant, démocratique décroissant de l'élection, avec des nouveaux champs d'intervention. Deuxième grand élément, c'est le déclin de la fonction parlementaire. Le déclin de la fonction parlementaire, il tient à une chose très simple, c'est que le pouvoir organisateur de la société est devenu le pouvoir exécutif. Le pouvoir parlementaire est devenu un pouvoir subordonné de l'exécutif. Quels que soient les différents... Alors, le présidentialisme peut être plus ou moins affirmé selon les sociétés. Et on peut dire que l'Europe, c'est plutôt un conservatoire des traditions constitutionnelles du XIXe siècle. Il y a encore 7 démocraties en Europe. Bon. Et puis, il y a un certain nombre de pays qui sont passés par le totalitarisme, ont des régimes qui sont plus classiquement parlementaires encore. Mais, grosso modo, partout, se mettent en place des systèmes qu'on appelait de parlementarisme rationalisé, qui sont des systèmes dans lesquels l'exécutif est le pouvoir commandant. Et ça tient à l'évolution, bien sûr, ça tient à l'évolution des sociétés, où la décision devient aussi importante que la norme. Bon. Donc, ce pouvoir exécutif fait que toutes les fonctions parlementaires, qui autant, je dirais, idéalisées du Parlement, souvent, autant idéalisées du Parlement, ne sont plus remplies. La fonction de délibération, la fonction d'évaluation, la fonction de contrôle, la fonction de surveillance. Si vous ouvrez ce qui est des manuels parlementaires du début du XIXe siècle, vous voyez, un parlement, c'est un endroit de la délibération, un endroit du contrôle, de la surveillance, de l'évaluation. Eh bien, ces fonctions-là sont de moins en moins prises en charge par le Parlement. Pourquoi ? Parce que la structure de soutien ou de critique du gouvernement fait que la délibération n'a presque jamais lieu. Et l'exemple des frondeurs le montre bien, c'est-à-dire qu'au moment décisif,
eh bien, il faut choisir entre soutenir ou pas le gouvernement. Donc il y a un moment de vérité, et le 49.3, il y a d'autres mécanismes dans d'autres pays, mais le 49.3 est l'exemple évidemment le plus brutal, si je puis dire, de cette dimension. Et donc là aussi, le Parlement pourrait retrouver tout un ensemble de fonctions, mais cela veut dire qu'il faut penser en termes de fonctions démocratiques et pas simplement d'institutions. Et je crois que lorsque l'on parle simplement de reparlementariser le régime, on pense en termes d'institutions et pas assez de fonctionnalité démocratique. Ce qu'il faut faire vivre, c'est la fonctionnalité de délibération publique. Et c'est bien sûr ailleurs qu'au Parlement qu'on peut le faire. Pourquoi ? Parce que le propre de la délibération, c'est qu'après l'échange d'informations, le débat, on soit susceptible de changer son point de vue. Mais dans un groupe où on est forcément, on soutient ou on ne soutient pas le gouvernement, on ne peut pas changer d'avis. Donc la fonction de délibération, elle est forcément atrophiée. Les fonctions de surveillance, les fonctions de contrôle le sont pareillement. Les fonctions d'évaluation également. Et donc, il y a aujourd'hui un nouveau continent démocratique qui devrait s'ouvrir. C'est celui de l'organisation, à la fois institutionnelle, mais citoyenne aussi, de ces fonctions de délibération, de contrôle, d'évaluation. On peut dire que dans le domaine, par exemple, de la lutte contre la corruption, des associations comme Anticor ou comme également la Transparency International. Moi, j'étais un des cofondateurs français de Transparency International. Eh bien, cela, c'est une fonction, ce sont des institutions civiles de la démocratie. Et d'ailleurs, dans certains cas, la loi l'a reconnu. Quand on a mis en place la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, un article du texte dit que l'institution peut s'appuyer sur des organisations de la société civile partageant les mêmes objectifs. Donc là aussi, il y a un champ énorme de reconstruction d'une démocratie, je dirais, soit d'institutions publiques, mais aussi, parce qu'on peut dire qu'il y a par exemple en termes de contrôle, il y a la Cour des comptes, mais il faut aussi qu'il y ait des organisations de la société civile. Et je crois que là, on a toute une nouvelle géographie de la démocratie à penser. C'est la démocratie pensée à partir des fonctionnalités démocratiques et pas simplement des institutions. Et pour cela, nous devons aussi voir que le contrôle du Parlement, le contrôle du présidentialisme ne se fera pas simplement à travers le contrôle par l'élection. Il se fera à travers justement la mise en place de tous les éléments de délibération, de contrôle, qui fait que le pouvoir, on peut dire qu'un pouvoir est socialement approprié quand il est soumis à l'ensemble de ces modalités de contrôle, d'obligation de reddition de comptes, par exemple, de mise en jeu de la responsabilité. Tout cela dessine un nouveau type de démocratie, me semble-t-il. Alors, quel est l'avenir des partis politiques ? Les partis politiques, je ne les vois pas se transformer beaucoup, puisqu'ils vont continuer à avoir une fonction institutionnelle déclinante dans la désignation des candidats. Elle est déclinante, mais ils jouent simplement le rôle d'accompagnement du pouvoir exécutif. Et c'est pour cela qu'il faut une démocratie qui fasse naître, après tout, les partis politiques sont nés pour canaliser l'énergie du suffrage universel et lui donner une forme. Eh bien, il faut des institutions pour canaliser et organiser les fonctionnalités démocratiques dont j'ai parlé tout à l'heure. Cela veut dire que le progrès démocratique n'est plus simplement à penser dans le perfectionnement de l'élection. Or, si vous y regardez de près, toutes les réflexions sur le perfectionnement de la démocratie depuis la fin du XVIIIe siècle, ça a été pour perfectionner l'élection, perfectionner la représentation à travers des systèmes, par exemple, de représentation des groupes sociaux, à travers la représentation, les débats en France, en Angleterre, en Allemagne ont été permanents, et des expérimentations aussi pour la représentation proportionnelle. C'était la limitation de la durée des mandats. Pensez que pendant la Révolution française, on élisait
des représentants, la première constitution, tous les ans. Et même le président de l'Assemblée changeait toutes les semaines, pour qu'il n'y ait pas une classe politique qui se reproprie le pouvoir. Et aux États-Unis, dans les premiers projets de la Constitution de Philadelphie, c'était aussi des mandats limités à 1 an. Et c'est 2 ans. Et c'était considéré comme un recul en arrière d'aller à 2 ans. Et c'est toujours 2 ans. Donc il y a eu ce problème de la limitation de durée du mandat. Il y a eu aussi le nombre de mandats successifs que l'on peut faire. Il y a eu des réglementations dans certains pays. Et le seul mandat qui est très réglementé presque partout, c'est les conditions de réélection de l'exécutif. Parce qu'on sait bien que si un exécutif peut être réélu indéfiniment, bien là c'est la voie ouverte tout de même au césarisme. Donc la plupart des constitutions actuellement prévoient une limitation à 2 mandats. Et on voit bien que dans des pays africains, par exemple, en Amérique latine, quand un président commence à dire on va faire une réforme constitutionnelle pour que je puisse me représenter une 3e fois, puis une 4e fois, ça commence à être très mauvais signe. Donc il y a eu cette expérience-là. Il y a eu des expériences aussi de mise en place des primaires. Ça a commencé aux États-Unis à la fin du 19e siècle pour limiter le pouvoir des caciques dans les partis, ceux qu'on appelait les bosses. Il y a eu aussi l'organisation d'un pouvoir de révocation. Le recall aux États-Unis, chaque année, il y a des milliers de responsables politiques qui sont révoqués. Alors ça peut être des shérifs, ça peut être des board of education, les conseils gérant les écoles, ça peut être des avocats, dans certains cas même des gouverneurs. Et vous savez qu'Arnold Schwarzenegger, l'acteur de cinéma, il est arrivé gouverneur de Californie parce qu'il y a eu un recall contre le précédent. Alors il y a des pays d'Amérique latine aujourd'hui qui ont la possibilité, qui ont inscrit le recall dans leur constitution. C'est le cas du Venezuela, c'est le cas aussi du Brésil. Et vous savez qu'actuellement, il y a une action pour justement la révocation de Madame Rousseff et qu'il y a un projet de mise en place d'un référendum de révocation au Venezuela. Alors, en France, la Constitution, telle qu'elle a été réformée en 2008, introduit d'ailleurs théoriquement sur le papier, c'est très lointaine, mais ça veut dire que la question n'est pas considérée comme intellectuellement impossible. L'inconvénient qu'ont toutes les choses que j'ai citées, c'est que ce sont des réformes qui ont pour but d'améliorer l'élection. Et certainement qu'il y a un certain nombre de procédures qu'il faut améliorer, mais ce qu'il faut aussi améliorer, ce n'est pas simplement le rapport entre représentés et représentants, entre élus et électeurs, mais entre gouvernés et gouvernants. Et cela, je crois que c'est le cœur de la relation démocratique. Et là où la relation gouverné-gouvernant ne trouve pas des formes d'organisation démocratique, eh bien ce sont des démocraties autoritaires, c'est le césarisme. Ce que disait Napoléon III, c'était la chose suivante. Il muselait la liberté de la presse, mais il disait, mais attention, moi j'ai été élu par des millions de Français, vous n'êtes qu'un intérêt particulier. Vous avez simplement, il disait aux journalistes, vous êtes l'alliance d'un talent et d'un capital. Donc vous êtes une entreprise particulière. Vous êtes une entreprise de mobilisation de l'opinion. Moi, j'ai la légitimité de celui qui a eu les millions de suffrages. Donc, quand je limite la liberté de la presse, je suis un vrai démocrate. C'est exactement ce que dit Poutine aujourd'hui. Lorsque j'interdis les partis politiques, ce sont des entrepreneurs particuliers de la volonté générale. Et donc, je les critique. Le grand problème des républicains en France, c'est qu'ils n'ont pas eu l'intelligence de leur indignation. Parce qu'ils voyaient bien que c'était un régime qu'ils ne pouvaient pas accepter. Mais ils étaient incapables d'argumenter sur justement ce raisonnement césariste. Il avait une critique que l'on pourrait dire libérale, en disant ce régime est inacceptable car il brime les libertés. Donc il faisait une critique libérale du régime, mais il n'arrivait pas à faire une critique démocratique du régime. En disant, le régime, ce n'est pas seulement qu'il est illibéral, c'est qu'il est aussi non démocratique. Parce que la démocratie, ça n'est pas simplement le pouvoir de la majorité. La démocratie, c'est aussi la mise en place des institutions qui représentent la généralité sociale. Et représenter la généralité sociale, c'est justement faire vivre la délibération publique, par exemple. C'est faire vivre des institutions indépendantes. Et
tous les apprentis dictateurs ou tous les champions de la démocratie illibérale, ce sont des personnes qui, évidemment, n'aiment pas du tout les institutions indépendantes et détestent les cours constitutionnelles. Et c'est un des grands problèmes en Europe aujourd'hui, de voir que des gouvernements commencent à remettre en cause le pouvoir constitutionnel. D'où la nécessité de réarmer démocratiquement ces pouvoirs constitutionnels, parfois dans leur mode de domination, dans leurs conditions de formation. Il y aurait beaucoup à dire sur le Conseil constitutionnel français à cet égard. Je vois que l'heure tourne, donc je pense que nous continuerons dans la discussion après avoir écouté Jean-Paul Dubois.